C'est effectivement une démarche politique, une instrumentalisation politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le système gaucho-progressiste qui nous gouverne a institutionnalisé la notion de victime. N'est pas victime qui veut. Pour être victime, il faut cocher Pour être victime aujourd'hui en France, au regard du système, il faut cocher certaines cases. Si vous n'êtes pas racisé, ou si vous n'êtes pas de gauche, ou si vous êtes... Mais si, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ce que vous dites est scandaleux. Attendez, mais c'est pas scandaleux. Ce que vous dites est scandaleux. Vous l'avez dit vous-même. Si jamais on avait eu un autre type de discrimination... Imaginez que cette fille, imaginez qu'Adélaïde avait été noire ou arabe, ou qu'elle avait été discriminée pour un logement ou pour un boulot. Non mais on n'en parle que sur CNews et dans Valeurs Actuelles. Tout le gotha médiatique du service public, etc., il n'en a pas pipé mot, d'accord ? Donc arrêtez de faire semblant de ne pas voir la réalité. Jean Messia, vous dites c'est la vérité, c'est votre vérité encore une fois, c'est votre avis. Je maintiens que si Adélaïde avait été racisée, entre guillemets, laissez-moi finir, avait été racisée ou de gauche, France Inter, France Télévisions, le ministre de la Culture, y compris le président de la République lui-même aurait réagi. Là, on a le silence radio parce que ce n'est pas la bonne victime. Ça ne correspond pas au canon de la victime tel que le système se l'imagine. C'est ça la vérité. Mais justement, faire en sorte que toutes les victimes soient défendues, c'est de ne pas minorer. Mais justement, c'est précisément ce que je viens de dire. Le débat. Non, mais vous n'êtes pas la France, monsieur, vous n'êtes pas le système. Je ne suis pas. Il est la France. Non, il n'est pas le système. Il exprime un avis qu'il représente lui-même. Il n'est pas au gouvernement, il n'est pas ministre, il n'est pas juge. Vous voyez l'absurdité de la question. Ça fait quand même. Attendez, ça fait 10 minutes qu'on parle de ce sujet, donc tout votre argumentaire en mode on n'en parle pas. Non, madame, parce que vous savez très bien qu'ici c'est un microclimat. C'est pas France Inter qui en parle, c'est pas France Info qui en parle, c'est pas France Télévisions qui en parle. C'est pas le ministre de la Culture qui en parle. Donc arrêtez de faire semblant de ne pas comprendre. Tant mieux, permettez-moi d'abord un propos liminaire. Vous voyez que depuis la fin de la présidentielle, on ne cesse de parler des questions identitaires qui reviennent sur le devant de la scène. Ça en dit long sur la manipulation qui a été celle de la campagne présidentielle, où on nous a présenté le seul pouvoir d'achat comme la thématique du moment, en nous disant que les Français n'avaient cure de la question identitaire. Vous voyez bien que c'est totalement faux. Chasser le naturel, il revient au galop. Ce propos liminaire étant dit, sur le fond, bien sûr qu'il faut légiférer. Vous voyez, aujourd'hui, effectivement, le gouvernement semble avoir fait de l'affaire de Grenoble, du burkini à Grenoble, un cheval de bataille, mais on découvre qu'en fait, le burkini est autorisé ailleurs. Il est autorisé à Brest, dans les piscines municipales à Brest, à Rennes, et à Nantes aussi, me semble-t-il. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Ça veut dire qu'il y a des endroits où le burkini serait républicain et d'autres où le burkini serait anti-républicain. Vous voyez bien que tout ça relève du boxon. Et comme disait Mme Méadel il y a un instant, il y a effectivement la séparation entre le service public et l'espace public. Alors, il y a une manière très simple de sortir de ça. C'est juste de considérer que le burkini, d'ailleurs comme la burqa, ne sont pas des accoutrements normaux. Ce ne sont pas des accoutrements neutres. Ce ne sont pas des bouts de tissu. C'est des étendards d'une idéologie totalitaire, islamo-fasciste, qui vise effectivement à nuire d'abord aux musulmans eux-mêmes. C'est votre thèse. Exactement. Et donc, non, mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'à partir du moment où on considère que ces accoutrements sont l'expression d'une idéologie, pour le coup, anti-républicaine et anti-démocratique et anti-occidentale, il y a moyen de légiférer sur ce thème, puisque du coup, c'est exactement la même chose que d'interdire des uniformes fascistes, par exemple. Ça, c'est pas la liberté de se vêtir. On a des accoutrements qui sont interdits en France parce qu'ils sont l'expression d'un totalitarisme. L'islamisme est un totalitarisme. Et sur cette base, on pourrait interdire effectivement ce type vestimentaire en France, y compris dans l'espace public. Les symptômes de l'islamisme, c'est pas ça. C'est le prosélytisme, c'est l'intolérance, c'est la contrainte. Mais si des gens pratiquent librement leur religion, même de manière, si l'on veut, un peu excessive, ou de manière rigoureuse, ou de manière même intégriste, s'ils ne sont ni dans le prosélytisme, ni dans la contrainte, ni sans... Non, il y a des gens qui ne le sont pas. Attendez, il y a énormément de femmes voilées. En s'habillant comme ils s'habillent, ils sont dans le prosélytisme. Ah non. En fait, l'islamisme, si vous voulez, d'abord le voile, la burqa, etc., il n'y a pas de consensus théologique au sein de l'islam là-dessus. Donc, voilà, donc il y a des... Avançons un petit peu, messieurs. Ce que je rappelle, il y a 30 ou 40 ans, les femmes étaient très peu voilées, ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas musulmanes. Jean-Claude. Certaines femmes ou certains hommes
qui veulent aller jusqu'au bout de leur religion avec une pratique intégrale de la religion, y compris vestimentaire, dans l'espace public, etc. Il n'y a qu'un malheur, c'est que nous sommes en France. Et la France n'est pas un pays musulman, et la France ne sera jamais un pays musulman. Donc de toute façon, les gens qui veulent vivre leur religion de manière intégrale dans un pays dont la religion n'est pas la leur, il va bien falloir qu'il y ait un choix, parce que ce n'est pas au pays de s'adapter aux us et aux coutumes de personnes qui veulent en imposer d'autres que les us et coutumes françaises. On parlait tout à l'heure du Mahomet, mais excusez-moi, mais depuis 50 ans, il n'a jamais été question de légiférer sur les plages pour savoir quel vêtement porter ou quel costume de bain porter. Pourquoi la problématique se pose aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons un problème spécifique avec un accoutrement de plage qui n'est pas un accoutrement laïque, qui est un accoutrement religieux. C'est pour ça que la question se pose. Il n'a jamais été question de légiférer sur des bermudas trop longs ou trop courts, ou des maillots féminins, une pièce ou deux pièces. C'était la France. Aujourd'hui, on est attaqué, y compris sur les plages, par un irrédentisme identitaire qui veut effectivement avoir des expressions visibles dans l'espace public et dont d'ailleurs le peuple historique ne veut pas. Vous disiez que ça concerne une minorité, madame. Je n'en suis pas si sûr. Selon d'ailleurs les statistiques de l'association Alliance Citoyenne, il y a entre 900 000 et 1 million de femmes voilées en France. Ce n'est pas une minorité. Et quand on voit les statistiques je dirais, qui sont menées dans la communauté musulmane pour savoir quelle priorité ils accordent aux lois de l'islam ou aux lois de la République, je ne suis pas sûr que, même si c'est une minorité très importante. On parle entre 30 et 40% de gens qui considèrent que les lois de l'islam sont supérieures aux lois de la République. Donc le problème n'est pas à minimiser. On ne peut pas se contenter de dire laissons faire le droit. Et dernier point, on n'a jamais lutté contre un totalitarisme par la mièvrerie et la pusillanimité. On lutte contre un totalitarisme par la fermeté. Si la France ne se donne pas les moyens de mettre un cran d'arrêt aux revendications identitaires, les choses ne vont pas se régler par elles-mêmes, au coup par coup, ça et là, en fonction des situations, etc. Laissez Juliette Ménadel répondre. Est-ce qu'elle vise juste Jean Messia, qui avait connu et le Rassemblement national et Reconquête ? En 2017, il n'y avait pas Reconquête. En 2017, il n'y avait pas Reconquête. Et Marine Le Pen n'est pas arrivée en tête. Quand on est un vrai chef, il faut assumer ses victoires comme ses échecs. Il ne faut pas essayer de faire une passe à l'aile pour expliquer que c'est la faute de l'un ou de l'autre. Ouais, je rappelle juste qu'Éric Zemmour explique que c'est la faute de Vladimir Poutine s'il a perdu la campagne présidentielle. La deuxième chose, c'est que quand elle parle des élections législatives, excusez-moi, il me semble que le président de Reconquête avait proposé à Marine Le Pen une alliance qu'elle a refusée. Donc elle ne peut pas maintenant venir se plaindre des conséquences de cette non-alliance. Bon, vous avez un peu défloré le sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le problème du surarmement des États-Unis doit être considéré, doit être réglé, mais il me semble que c'est la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que la société américaine est une société beaucoup plus malade que la nôtre. D'abord, c'est une société beaucoup plus inégalitaire, c'est une société dans laquelle il n'y a quasiment pas d'État-providence, c'est une société du marche ou crève, donc il y a des inégalités que l'État ne prend pas en considération. Il y a aussi, c'est une société de marché, consumériste, productiviste, etc., qui provoque, qui crée un certain nombre de tarés, quoi, il faut le dire. Je veux dire, il y a aux États-Unis, vous avez des records, par exemple, de tueurs en série. À telle enseigne qu'on en fait des émissions et qu'à chaque émission, il y a des inédits. Donc, il y a énormément de problématiques à la fois économiques, psychiatriques, sociales. La société américaine est une société plus malade que la société française. Et ensuite, effectivement, vient se greffer sur ce terreau les armes à feu qui permettent une décharge, en quelque sorte, psychiatrique ou psychologique de toutes ces problématiques à travers les armes à feu. C'est le double cocktail à la fois d'une société extrêmement dégradée sur le plan humain et la facilité à se procurer des armes pour en quelque sorte régler ces problèmes avec la société. Il ne faut pas faire le procès uniquement des armes, il faut faire comme en France, c'est-à-dire il faut aussi faire le procès de la société qui crée ces individus qui utilisent les armes pour tuer. Une société qui est traumatisée et donc parfois qui réagit aussi par de la violence. Ce ne sont pas ceux-là qui ensuite vont utiliser des armes. Ils sont justement traumatisés par les armes. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de l'infrastructure sociale, économique américaine et des profils psychologiques et psychiatriques qu'il y a aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez un nombre record, par exemple, de tueurs en série. La société américaine, de par son fonctionnement, de par ses solitudes, de par l'absence d'État-providence qui prennent en charge les individus comme en France,
provoque effectivement un certain nombre de déséquilibres mentaux, de déséquilibres sociaux. D'ailleurs, le jeune qui vient de perpétrer cette horreur est lui-même dérangé psychiatriquement. Donc voilà, là, on a affaire à de véritables déséquilibrés. Et je crains que, arme ou pas arme, un déséquilibré, s'il a envie de se décharger, alors c'est sûr que le fait de pouvoir disposer d'armes très facilement, y compris quand on est dérangé psychiatriquement, ça facilite les choses et sans doute, et même c'est certain qu'il faut réguler les armes là-dessus. Mais je veux dire, c'est pas les armes qui tuent, c'est quelqu'un qui les tient et qui tue avec. Donc il faut s'interroger sur quelqu'un qui la tient.